avec dans un premier temps la présentation du projet Promesse Lait, où l'idée c'est d'intégrer la performance environnementale dans le management de l'innovation. C'est un projet qui a commencé en 2024 et qui va courir jusqu'à 2026. Donc pour parler un peu des origines du projet, donc c'est né d'une réflexion commune entre le conseil scientifique de BBA Milk Valley et Actalia. Et donc les professionnels laitiers, ils avaient exprimé le besoin d'avoir un outil qui permette d'accompagner leur démarche d'innovation avec donc l'étude de plusieurs scénarios sur l'aspect environnemental et de comparer les performances de ces différents scénarios. Les différents besoins qui avaient été exprimés pour cet outil à l'époque, c'était de pouvoir quantifier les performances environnementales associées à la fabrication des produits laitiers, quantifier les contributions des différentes étapes, simuler plusieurs scénarios alternatifs et les comparer à une référence, fournir des niveaux de précision associés aux résultats ACV. Donc, c'est une des originalités de ce projet, c'est de faire un travail pour qualifier l'incertitude en fait des résultats ACV qu'on calcule, ce qui n'est pas toujours fait dans, dans les outils et dans les études ACV. De pouvoir zoomer aussi sur une étape du process et de comparer du coup une étape de process avec un procédé alternatif, voilà, de pouvoir figer et exclure les autres étapes pour zoomer ou dézoomer. Et enfin, avoir une interface ergonomique et adaptée à des utilisateurs non spécialistes de l'ACV. Pour remettre un peu de contexte là-dessus, donc les enjeux environnementaux sont multiples, ça vous le savez. L'ACV, c'est la méthode normalisée la plus aboutie pour définir des profils environnementaux de produits agroalimentaires. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure en parlant du PEF, c'est que, enfin, je l'ai dit un peu, mais il y a des PFCR, donc des méthodologies sectorielles qui existent, pas pour tous les secteurs, mais il faut savoir que le secteur des produits laitiers en a une, donc qui est validée par la Commission européenne et qui est issue d'un consensus euh, entre plusieurs acteurs de la filière laitière à l'échelle européenne, donc qui s'appelle le DERIP FCR. Et donc l'outil, nous, Actalia, on a développé un outil qui s'appelle Ecalia et qui est basé sur cette méthodologie DERIPF et qui en fait sert de base pour ce projet. Et donc, il y a deux distinctions à faire sur ces outils. Donc, comme je viens de le dire, on a l'outil Ecalia qui calcule des profils environnementaux sur la base de la méthode DERIP-FCR. Et dans le cadre du projet Promesslay, on va développer une déclinaison, on peut appeler ça, un outil Ecalia Change, qui du coup ira plus précisément sur le paramétrage pour mieux accompagner l'innovation donc, et du coup pouvoir faire de l'éco-conception avec cet outil, avec un paramétrage assez précis des procédés et de l'ensemble du cycle de vie du produit. Et en parallèle, il y a un autre travail qu'on ne va pas détailler là, mais qui est plus dans le contexte affichage environnemental. Donc l'outil s'appelle RA, Ecalia Score. Là, l'objectif, c'est de calculer le coût environnemental. Donc, on est développement est en cours, mais on est en attente de toute la concertation qui est en cours. Et donc, l'outil Ecalia Change, concrètement, à quoi ça va servir? La première chose, ça va servir à construire enfin, vos propres lignes de fabrication. Donc, en fait, dans cet outil vont être référencées des lignes par défaut pour chaque catégorie de produits. Ce que j'entends par catégorie de produits, c'est par exemple les yaourts, les fromages pâte molle, les poudres, les crèmes, les beurres, enfin voilà. Et en fait, chacune de ces lignes sera personnalisable. Donc, ça veut dire qu'on pourra définir des paramètres technologiques pour chacune de ces lignes et, euh, ajouter, supprimer des équipements. Concrètement, ça va ressembler un petit peu à ça. Enfin, ça, c'est très schématique, mais là, ici, je vous présente une ligne de transformation de poudre de lait écrémé où il y a différentes opérations unitaires qui vont s'enchaîner, un traitement thermique, une évaporation sous vide, un séchage par atomisation, un lait fluidisé. Et donc, le produit fini a un certain impact environnemental. Et cet impact environnemental est lié à tous les flux qui viennent sur chacun de ces équipements. Dans les flux, il y a des flux matières, donc matières laitières, mais aussi des ingrédients qui peuvent être non laitiers.
Il y a des flux de besoins en chaud, de besoins en froid, de besoins électriques, de besoins en eau. Et en fait, on a défini pour chacun de ces flux certains paramètres d'éco-conception. Par exemple, pour le flux matière première, on va pouvoir jouer sur différents paramètres d'éco-conception qui sont le pourcentage de perte matière, l'origine de la matière première, est-ce qu'elle est française, européenne, monde, le type de matière première et notamment matière première laitière, quel système d'élevage sous-jacent, enfin, le lait que j'utilise, quel est son système d'élevage sous-jacent. Par exemple, si je prends un autre besoin, le besoin électrique, les paramètres d'éco-conception, ça va être la puissance de l'équipement et le débit de l'équipement. Donc, l'idée de cet outil, c'est que chacun de ces paramètres pourront être remplis et vont permettre de créer des lignes qui pourront être comparées les unes aux autres en termes d'impact sur le produit fini ou le coproduit. Oui, Franck, tu as une question? Oui, juste, donc vous parliez des opérations unitaires, c'est très intéressant. Est-ce que, ou alors j'ai perdu en cours de route, il y aura aussi les différentes matières premières? Parce que par exemple, sur les poudres de lait, c'est classique que certains mélangent des laits préconcentrés à l'extérieur avec des laits de collecte de chez eux, ou qu'on ait des standardisations au perméa avec lui-même plus ou moins de kilomètres, de choses comme ça. On aura ces entrées-là aussi? Oui, Ouais. justement, ça j'en parle juste après, mais en fait je peux en parler maintenant. L'idée c'est que effectivement là on va connaître l'impact environnemental du produit fini, mais aussi de chaque coproduit. Et du coup, chaque coproduit aura son impact en fait procédé issu d'une ligne de fabrication, et on pourra appeler ce coproduit dans une autre ligne. Par exemple, un lactosérum issu d'une ligne de fabrication de fromage pourrait être appelé dans une autre ligne pour pouvoir en faire de la poudre de lactosérum. Donc effectivement, on pourra générer en fait des données environnementales pour chacun des coproduits qui pourront être valorisés ailleurs, quoi. Je ne sais pas si ça répond pleinement à ta question. C'est exactement ça. Ok. Après, donc là, je ne l'ai pas montré sur la ligne, mais il y a aussi le flux emballage et le flux distribution. Pour le flux emballage, on va pouvoir, pour chaque catégorie de produits, donc par exemple pour les yaourts, pour les beurres, etc., on va pouvoir choisir une solution d'emballage parmi d'autres. Là, je vous ai mis des exemples pour la catégorie yaourt. Il y aura 6 possibilités. Donc, par exemple, d'empacter dans des lots en pot plastique PS en 4 fois 125 grammes, dans des pots en verre, en carton, enfin voilà, des bouteilles. Et donc, on pourra choisir l'une de ces solutions d'emballage, sachant que cette solution d'emballage va couvrir en fait les impacts environnementaux de la production, du process et de la fin de vie de l'emballage. Et quand je dis emballage, je dis par exemple pour le yaourt, le pot, mais aussi l'opercule, l'étui, le fourreau dans lequel il est mis, etc. Pour le flux distribution, là pareil, donc la distribution, c'est qu'une fois que le produit sort de l'usine, en fait, avant d'aller au supermarché, il y a plusieurs étapes de stockage dans des centres de distribution, avec plusieurs étapes de transport entre ces différents centres de stockage. Et l'idée, c'est de pouvoir paramétrer aussi le nombre d'étapes de stockage, le type de stockage, est-ce que c'est frais, ambiant, surgelé, le nombre de jours où il y a un stockage à chaque étape. À chaque fois aussi définir le pourcentage de par matière dans chacune de ces étapes. Et pour le transport, le nombre de kilomètres parcourus et le type de transport utilisé. Donc, à quoi va servir l'outil? La deuxième chose qu'on peut dire, c'est d'estimer l'impact environnemental des produits et coproduits. Donc, c'est là où je réponds à ta question, Franck. C'est pouvoir utiliser, en fait, donc déjà, pouvoir utiliser les données, en fait, des coproduits sur d'autres lignes de fabrication, et potentiellement pouvoir y ajouter un transport aussi. Si par exemple le coproduit est transporté vers un autre site, on peut lui ajouter une étape de transport pour arriver sur un autre site. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que dans cet outil, on peut aussi venir ajouter, si on a les données ACV de ses propres matières premières, par exemple, je pense au lait, mais aussi aux ingrédients, on peut les rentrer et non pas seulement utiliser les données Agribalize, mais on pourra aussi utiliser les données personnalisées de chaque entreprise. Et enfin, le dernier point, c'est de pouvoir comparer des scénarios, donc comparer 2 scénarios sur l'ensemble du cycle de vie et aussi à chaque étape, et d'identifier les différences significatives. Donc, par exemple, au global, on pourrait répondre à la question, quel scénario est le plus impactant, de combien de pourcents
La différence de score unique entre deux produits est-elle significative? Idem pour les 16 indicateurs d'impact. Quelle est l'étape la plus impactante? Au niveau de la recette, on pourra répondre à quel est l'ingrédient non laitier le plus impactant dans la recette et est-ce que c'est lié à la production de cet ingrédient ou à son transport. On donnera aussi des conseils pour, par exemple, quels sont les types de lait les plus impactants en fonction des systèmes d'élevage. Au niveau de la transformation, on pourra répondre à quel est l'équipement le plus impactant pour chaque produit, quel est l'équipement qui est le plus énergivore et quel est son coût énergétique associé, quel équipement consomme le plus d'eau et puis quel flux est le plus impactant sur l'ensemble de la ligne. Est-ce que ça va être l'eau, est-ce que ça va être l'électricité, le gaz, enfin, voilà. Au niveau de l'emballage, on va pouvoir du coup aussi donner des conseils sur quelles sont les solutions d'emballage les plus performantes pour chacune des catégories de produits visés. Et au niveau de la distribution, on va pouvoir comprendre quels sont les principaux paramètres qui vont déterminer l'impact de la distribution. Est-ce que c'est le stockage avec les conditions de stockage en frais, ambiant, surgelé, ou est-ce que c'est le transport? Et si c'est le transport, lequel des transports entre quel site de stockage, ou si c'est le stockage, quel site de stockage est le plus impactant? Est-ce que vous avez peut-être des questions sur ce projet qui est en cours? Le nom du projet, c'est Non, Promesse lait. Promesse Lait. Alors, ça pourrait être intéressant de quantifier, puisque si je prends mon cas perso, il m'arrive qu'en développement de produits pour des producteurs fermiers, ils avancent comme argument, par exemple, en crème glacée, on veut faire des crèmes glacées sans poudre de lait pour améliorer le bilan carbone. Mais ça reste, c'est pas chiffré, quoi. Ouais, OK. Typiquement, oui, cet outil pourrait pourrait permettre de faire 2 scénarios de crème glacée avec et sans poudre et de voir lequel est le plus impactant en effet. S'il y a pas d'autres questions, on va pouvoir enchaîner avec un autre projet que je vais présenter d'ailleurs, qui s'appelle le projet Cobalt. C'est un projet qui est, financé, par le CNIEL. En fait, on est toujours dans l'univers de la concentration et séchage. Ce qu'il faut dire, donc là, je vous ai juste mis une petite part de contexte. Je vous présente les données Agribalise, le score environnemental du coup d'un lait demi-écrémé pasteurisé versus un lait en poudre. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la part de la transformation la part de l'étape transformation par rapport au score unique, elle va être très impactante pour les procédés de poudre. On est à 4,8% du score versus 1,2% du score pour les laits non en poudre. Donc voilà, on sait que les procédés de concentration et séchage sont particulièrement énergivores. Et du coup, l'idée de ce projet, c'était de faire un état des lieux des techniques de concentration et séchage non conventionnels au secteur laitier. Donc, ça veut dire aller voir dans d'autres secteurs, agroalimentaires ou non, et de pouvoir rédiger des fiches techniques sur chacune de ces techniques. Ensuite, dans un deuxième temps, on compare des itinéraires technologiques d'un point de vue coût et environnemental. Et dans un troisième temps, et ça c'est un projet qui vient de débuter, c'est de tester on va explorer encore d'autres solutions pour diminuer la viscosité des produits laitiers, pour pouvoir augmenter la concentration de ces produits avant l'étape de séchage. Et là, on est en train d'établir le cahier expérimental pour tester ces solutions de diminution de la viscosité. Alors très rapidement, là, je vous présente un itinéraire technologique classique en industrie laitière de concentration séchage. Donc le lait, il va être traité thermiquement. On va le concentrer soit par évapeur sous vide avec un finisseur, soit par filtration membranaire. Ensuite, on va le passer sur tour de séchage avec plus ou moins un lit fluidisé. Et en fait, toutes les flèches représentent des flux d'énergie ou d'eau qui vont intervenir sur ce procédé, sur cet itinéraire technologique. Et en fait, dans ce projet, on a d'abord cherché à regarder des solutions de revamping. Donc, les solutions de revamping, c'est des solutions qui ne vont pas coûter trop cher et qui vont utiliser le matériel en place, mais pour l'améliorer. Donc, par exemple,
l'idée, c'est d'utiliser une préconcentration par osmose inverse avant la concentration sous vide, jusqu'à 35% d'extrait sec pour diminuer l'étape énergivore de concentration sous vide. On a étudié aussi la transformation des compresseurs thermiques en compresseurs mécaniques. On a étudié les solutions de pompe à chaleur pour récupérer la chaleur fatale au niveau des condensateurs, des condenseurs. Pareil pour les échangeurs RO et OR au niveau de la tour de séchage. Il y a plusieurs solutions de revamping aussi pour chauffer l'air d'entrée sur la tour, donc utiliser une pompe à chaleur de type Atcool, pouvoir récupérer les fumées des fours et enfin utiliser des batteries électriques pour préchauffer l'air d'entrée. Et enfin aussi, on a étudié un algorithme d'optimisation de la performance et voir quelles étaient les potentielles économies énergétiques et aussi en coût possibles. On a également exploré des solutions davantage alternatives. Donc là, je vous les présente. En fait, les pourcentages qu'il y a au début et après les petits encadrés, c'est pour préciser l'extrait sec. Donc, par exemple, l'osmose directe, on pourrait aller de 9% à 32% et ça pourrait être mis en remplacement d'une partie de la concentration par évaporation sous vide. Enfin, voilà, il y a différentes solutions. Donc, pensez à un transport de concentré, du séchage micro-ondes, du tixotherme, du centritherme, du séchage électrostatique, du séchage par vapeur d'eau surchauffée, de la poudre sans tour. Et en fait, toutes ces solutions donc, enfin, on a fait des fiches techniques sur ces solutions avec les fiches techniques qui reprennent le fonctionnement de la technologie, les avantages, les inconvénients, les gains énergétiques et les contradictions, éventuellement les différents tests qui ont déjà été faits sur la matière laitière. Et ces fiches techniques sont disponibles aux membres du groupe de travail du CNIEL et du coup à leurs partenaires aussi industriels, enfin à leurs collègues, quoi. Et éventuellement, elles peuvent être disponibles sous demande au CNIEL. Toujours dans ce projet, pour pouvoir prendre davantage en main toutes ces fiches techniques, on a créé un outil de comparaison de 2 scénarios d'itinéraire technologique de concentration et séchage. Donc, je vous ai fait quelques petites captures d'écran. Donc, voilà l'outil un peu à quoi il ressemble. Dans la première partie en vert, on peut renseigner les données d'un itinéraire technique initial. Donc là, par exemple, j'ai renseigné les données d'un itinéraire technologique classique de poudre de lait écrémé. Donc, on peut renseigner jusqu'à 6 étapes dans lesquelles on va renseigner les extraits secs d'entrée et de sortie de chaque opération unitaire et le mix énergétique. Donc, par exemple, pour un traitement thermique, pour par exemple un évaporateur CMV, je vais rentrer à 9,4% et je vais en sortir à 35%. Et cet évaporateur va consommer pour 50% de gaz naturel et 50% d'électricité. Et en contrepartie, je vais le comparer à un itinéraire alternatif dans lequel je vais pouvoir choisir des solutions différentes. Là, par exemple, j'ai rajouté une étape d'osmose directe à la place de la concentration mécanique de vapeur. Et une fois que j'ai rempli ça, je peux avoir accès aux résultats. Donc, les résultats, dans un premier graphe, on suit en fait au cours de la concentration du produit, on suit la consommation énergétique. Donc là, par exemple, on peut voir que l'itinéraire technologique initial consomme plus d'énergie que l'itinéraire alternatif. On suit dans ce deuxième graphe le coût associé à cette consommation énergétique. Donc on voit qu'il y a une différence de 20% en faveur d'itinéraire alternatif, avec la participation de chacune des étapes. En bas, on voit d'un point de vue environnemental l'impact sur le produit fini. Donc ici, c'est un graphique qui représente l'impact sur le produit fini en prenant en compte la matière première. Donc on voit que même si on a un gain énergétique entre les deux, en fait, la matière première étant tellement impactable, on a finalement une différence de 1% sur le score unique entre l'itinéraire initial et alternatif.
En revanche, après, si on zoome sur l'opération process, là, on se rend compte du gain qu'on a au niveau du process. Donc là, par exemple, on a moins 20% en termes de score unique sur l'itinéraire alternatif. Ensuite, on va aussi comparer sur les 16 indicateurs d'impact les différences entre les deux scénarios. Et puis, on a le détail de ces impacts en tableau téléchargeable. Donc les données sous-jacentes, elles sont celles décrites en fait dans les fiches techniques. Donc pour chacune des opérations unitaires, donc les solutions de revamping et les solutions alternatives, on a un descriptif qui est en fait un résumé de la fiche technique et la valeur de consommation d'énergie en mégajoules par tonne d'eau évaporée. Et ces valeurs sont modifiables pour éventuellement par exemple, les premières opérations, un traitement thermique, chaque industriel qui connaît sa propre consommation énergétique de son propre pilote de traitement thermique pourra renseigner ici sa consommation énergétique et cette nouvelle valeur de consommation énergétique sera prise en compte dans les résultats que je vous ai présentés tout à l'heure. Et pareil, on peut aussi renseigner le coût énergétique de chacune des énergies disponibles pour en fait avoir les résultats adaptés à ses propres données. Donc, il s'avère que dans ce projet, nous, on a comparé 3 itinéraires, enfin, des itinéraires de référence de 3 typologies de produits. On a comparé des poudres de lait crémé, des poudres de lactosérum et des poudres de WPC 80 avec du coup des itinéraires alternatifs. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais ces résultats sont aussi disponibles pour ceux qui font partie du groupe de travail du CNIEL. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce projet. En remerciant oui, donc, la région Nouvelle-Aquitaine pour le soutien dans la réalisation de ce webinaire.